Ahoy! Look on my ego. You like on my ego? Bien avant la série Stranger Things qui s'est achevée le 1er janvier 2026 avec sa 5e saison. Voici ce qu'était la version originale de la série des Frères Duffer avant qu'elle ne devienne ce que nous connaissons aujourd'hui. Montauk était un concept de série télévisée de science-fiction et d'horreur. Cette première version partage de nombreux points communs avec Stranger Things, mais s'en distingue sur plusieurs aussi. Notamment, elle devait se dérouler à Montauk, et non dans la ville fictive de Hawkins. Et elle aurait dû être une mini-série de 8 épisodes d'1 heure, avec une structure cinématographique comprenant un début, un milieu et une fin. Pour avoir une vue d'ensemble sur leur série initiale et leur inspiration, tout commença pendant leur scolarité. Les frères Duffer faisant des recherches pour un documentaire scolaire sur la prétendue expérience de Philadelphie de 1943, deviendront obsédés par le projet Montauk, une théorie dite du complot qui aura nourri d'autres fictions de l'époque, selon laquelle une série d'expériences secrètes à caractère paranormal durant la guerre froide aura été entreprise par le gouvernement américain, sur le site d'une base militaire de Campero, près du véritable village de Montauk, dans l'état de New York. Ces expériences auraient inclus des techniques de guerre psychologiques, des expériences sur le contrôle mental, la manipulation et le voyage dans le temps ainsi que la téléportation. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer l'ancienne installation militaire de Campero, où ces expériences présumées auraient eu lieu. Le bâtiment radar abandonné reste visible depuis la ligne de clôture, bien que l'accès soit restreint. À cette époque, les frères Duffer développeront le concept d'un film de type found footage, inspiré par cette théorie intitulée The Montauk Experiment, et ne sera jamais filmé. D'autres sujets d'expérience pendant la guerre froide ainsi que le projet MKUltra, mené par la CIA, influenceront aussi leur inspiration pour l'histoire et évoluera vers le concept de leur série télévisée Montauk. Le document de présentation de la série Montauk était un livret créé par les frères Duffer pour aider à convaincre les chaînes de télévision, accompagné du scénario original du pilote. Il contenait également des images et des comparaisons d'éléments de l'intrigue avec des films classiques des années 80, tels que E.T., Rencontre du troisième type, Poltergeist. Le dossier de présentation décrit Montauk comme une épopée de science-fiction et d'horreur de 8 heures, se déroulant à Long Island en 1980. Will, ça va? La couverture du livre a été créée en modifiant la couverture de l'édition de poche du roman de Stephen King, Firestarter. Le visuel comprend une image du vélo abandonné de Will avec une grande antenne parabolique en arrière-plan. Le tout accompagné d'une fausse bande-annonce de plus de 2 minutes destinée à donner un aperçu de l'ambiance et du style de Montauk. Cette bande-annonce, comme vous le voyez, est composée de plusieurs extraits de films des années 80, avec comme exemple Poltergeist, Les Dents de la Mer, Halloween, et de films plus récents comme Prisoners ou encore Donnie Darko, qui ont influencé grandement leur projet. Ils décrivent leur projet comme une lettre d'amour à l'âge d'or de Stephen King et de Steven Spielberg, et le détail de la manière suivante. Puisque Montauk se déroule à l'automne 1980, la série intégrera de nombreux détails d'époque. Cela ajoutera une touche de nostalgie agréable. Ces détails ne doivent jamais éclipser l'histoire ou les personnages. Les premiers films de Spielberg possèdent une certaine intemporalité, et les frères Duffer veulent atteindre ce même niveau. L'horreur à Montauk est surnaturelle, mais ancrée dans la science. Trou noir. Trou de verre.
univers parallèle, théorie des cordes, et utiliseront les mathématiques de la physique théorique pour ancrer l'horreur dans la réalité. Les entités surnaturelles resteront en grande partie dans l'obscurité, cachées dans l'ombre, dissimulées ou hors champ. Lorsqu'on les apercevra, elles seront terrifiantes, inoubliables, étranges, leur design s'inspirant des maîtres du grotesque horrifique comme Clive Barker, le réalisateur Guillermo del Toro, ou encore le célèbre artiste H.R. Giger et Masahiro Ito, concepteur de monstres des 3 premiers jeux vidéo Silent Hill, afin de pouvoir donner vie aux entités de manière crédible à l'écran. Le spectacle mettra également en scène un autre type d'horreur, l'humanité. Les terreurs surnaturelles qui s'abattent sur la ville personnifiant en quelque sorte le mal qui se cache sous la façade parfaite de cette petite ville. Abus. Violence. Cruauté. Dépression. Mort. Les personnages seront aux prises avec les ténèbres de la condition humaine. La bande originale devra elle aussi évoquer l'époque, tout en restant intemporelle. La majeure partie de la musique sera originale, qu'ils imaginent comme une ambiance cinématographique étrange et moderne avec des sonorités synthétiques, inspirées des premières bandes originales de John Carpenter comme pour les films The Thing et The Fog. Voici le récit de Montauk, retranscrit textuellement dans le guide de la série. L'histoire commence à Campero à l'automne 1980, quelques mois avant la fermeture de la base par le gouvernement américain. Une mystérieuse expérience a tourné au drame, et quelque chose s'est échappé. Cette nuit-là, Will Byers, un jeune garçon, disparaît mystérieusement. Sa disparition bouleverse la petite ville où il vit, et particulièrement son meilleur ami, Mike Weller, son frère Jonathan, sa mère Joyce, et malgré lui le chef de la police, Jim Hooper. Nous suivrons chacun de ces personnages dans leur enquête et leur effort pour faire face à la disparition de Will. À fur et à mesure qu'ils élucident ce mystère, ils aboutissent tous à la même conclusion choquante. Will a été enlevé par des entités surnaturelles, libérées accidentellement lors d'une expérience. Ces entités existent entre les dimensions et se nourrissent de vie dans notre monde. La disparition de Will n'est que le début. Au fil de la série, la faille, qui sépare leur monde d'une autre, commencera à se propager sur Montauk comme un cancer surnaturel. Ce cancer se manifestera de manière paranormale de plus en plus étrange. Les champs électriques seront perturbés. D'étranges champignons pousseront sur les bâtiments et les personnes. Un épais brouillard venu de l'Atlantique s'installera. Les températures chuteront brutalement. La nourriture pourrira. La gravité fluctuera. Et les habitants apercevront d'étranges entités dans leurs maisons et leurs commerces. Les disparitions se multiplieront. La ville entière deviendra hantée et en grand danger. Si des personnes peuvent disparaître, une ville entière le peut-elle ? Pour sauver Will et la ville, nos héros devront déjouer des agents fédéraux et faire appel au pouvoir surnaturel d'une mystérieuse enfant télépathe nommée 11, qui s'est récemment échappée du camp héros. 11 leur donnera accès à cette dimension parallèle, un reflet cauchemardesque de la nôtre. Où ils se retrouveront confrontés à des horreurs inimaginables, des horreurs dont certains ne s'échapperont jamais, et ceux qui y survivent en seront à jamais marqués. La nature limitée du projet permettra de cibler des acteurs de cinéma pour les rôles principaux adultes. Par exemple, Ewan McGregor ou Sam Rockwell pour Hooper. Naomi Watts ou Marissa Tomei pour Joyce. Montauk sera structuré comme un film. Il y aura un début, un milieu et une fin bien définie. Aucune intrigue ne restera en suspens après le final. Et tous nos personnages principaux auront des arcs narratifs complets. L'acte 1, épisode 1 à 3, décrira la disparition de Will Byers et ses conséquences sur la communauté.
Le chef Hooper enquêtera sur la disparition, mais son enquête sera constamment entravée par des mystérieux agents fédéraux. Mike rencontrera 11 et se liera d'amitié avec elle. Jonathan sera obsédé par une faille surnaturelle dans son regard. Joyce établira un contact paranormal avec Will. À la fin de l'acte, nos différents personnages arriveront tous à la même conclusion. Will a été enlevé par des forces surnaturelles et emmené dans un royaume qui existe au-delà des sens humains. L'acte 2, épisodes 4 à 6, verra la ville de Montauk devenir de plus en plus hantée, intensifiant la tension tandis que nos personnages tentent désespérément de percer le mystère. Plusieurs personnages secondaires prendront de l'importance, notamment Terry Eves, un théoricien du complot local, et Monsieur Clark, un professeur de sciences au collège. Nous explorerons également plus en profondeur le passé terrifiant de 11. Et Mike voyagera dans cette dimension parallèle pour la première fois. Il reviendra avec la preuve que Will est vivant. Et s'il veut le sauver, il aura besoin d'aide. Cet acte se terminera par la convergence de nos personnages et de leurs intrigues respectives. L'acte 3, épisodes 7 et 8, atteindra son apogée lorsque les personnages uniront leurs forces pour déjouer l'armée. S'aventurer dans cette dimension parallèle, sauver Will, et espérons-le, refermer cette faille une fois pour toutes. L'histoire est très proche de ce que nous connaissons déjà par rapport à Stranger Things, mais certains de ces personnages diffèrent. Pour citer quelques exemples de différences pour certains personnages comparés à ceux qu'ils sont dans la série Stranger Things, Joyce Byers devait avoir un fort accent de Long Island, porter trop de maquillage et avoir un langage fleuri. Lorsque Winona Ryder a été choisie, les frères Duffer ont décidé de s'inspirer plutôt de Roy Neary, la rencontre du troisième type, pour son personnage. Mike devait initialement s'appeler Elliot, en référence au personnage principal de E.T. l'extraterrestre, et devait avoir une tache de naissance chaînante sur la joue qui allait lui valoir des moqueries. L'apparence de Dustin était beaucoup plus ringarde et stéréotypée. Il portait des grosses lunettes et était légèrement en surpoids. Le nom de famille d'origine de Lucas était Conley, et non Sinclair. Le personnage de Steve Harrington a été entièrement remanié. À l'origine, c'était un sportif arrogant et irrécupérable, allant jusqu'à agresser sexuellement et humilier Nancy, avant d'être tué par le démon Gorgon. La fille de Jim Hooper, Sarah, devait initialement mourir dans un accident de voiture et non d'un cancer. Monsieur Clark est décrit comme une figure séduisante à la Indiana Jones, qui deviendra par la suite un personnage clé de l'histoire. Le personnage du Dr Brenner n'est jamais mentionné, ni dans le scénario du pilote, ni dans le dossier de présentation. 3 agents lui font office. Terry Eves était à l'origine un théoricien du complot, travaillant dans un cinéma, sans lien direct avec le laboratoire, ses expériences ou Eleven. Le nom du personnage fut finalement attribué à la mère d'Eleven. Tandis qu'un personnage similaire à Terry Eves, nommé Murray, fit son apparition dans la 2e saison. Eleven était censé mourir à la fin de l'épisode final, mais les frères Duffer ont réalisé à quel point le public l'aimerait et s'attacherait à elle, alors ils ont abandonné cette idée. Bien que Montauk soit conçu comme une histoire indépendante de 8 heures, le récit peut se poursuivre dans des épisodes ultérieurs. La suite hypothétique grandement influencée par la structure du livre Ça de Stephen King se déroulerait dans la même ville 10 ans plus tard. Problème, beaucoup d'entre eux auraient quitté Montauk, dispersés à travers le pays, pour leurs études et leur travail. Mais la résurgence de l'horreur à Montauk les ramènerait dans leur ville natale, où ils n'auraient pas d'autre choix que de s'unir à nouveau.
Cela permettrait d'exploiter et d'explorer bon nombre des mêmes personnages, thèmes et horreurs de la série originale, mais avec une nouvelle distribution et une nouvelle période. Après les multiples refus des chaînes de télévision, le projet de longue date nommé Montauk deviendra, grâce à l'achat de Netflix, le phénomène planétaire connu sous le nom de Stranger Things. La série principale aura su attirer et conquérir plusieurs publics et générations différentes, grâce à ses codes, sa narration et son style, certains étant nostalgiques des années 80, se rapprochant des films de leur jeunesse. Ainsi qu'un public plus jeune lors des premières saisons du show. Mais elle en aura aussi perdu en cours de route, et principalement sur la dernière saison, ainsi que la conclusion de la série, ayant perdu le charme de ces années avec une conclusion brouillonne et non maîtrisée scénaristiquement, se rapprochant plus d'un blockbuster moderne. Le tout en oubliant ce que fit le succès initial de la série, en répondant aux normes des licences et autres productions modernes à succès, faisant passer l'argent et les bénéfices malheureusement avant la passion pour le cinéma de ces années d'antan. A bientôt pour de prochaines vidéos.